Et puis peut-être une dernière question sur des démarches ou des réalisations que tu aurais pu repérer et qui puissent, plus que d'autres, résister finalement à l'épreuve du temps et aux effets de mode, qui est une question récurrente pour les architectes et la société, et aussi vis-à-vis des enjeux de la transition environnementale et sociale. Ça fait beaucoup de questions en une. Non, mais est-ce qu'il y en a qui sont plus porteuses de capacités, comment dirais-je, d'adaptation, de résilience, comme on dit aujourd'hui, vis-à-vis de ces enjeux? Je me demandais finalement à quoi l'architecture doit avant tout résister, si elle a besoin de résister. Et je me disais que finalement c'était à ses propres usagers, à ses propres utilisateurs, très souvent. Je me souviens de l'exemple d'un établissement scolaire de l'agglomération donc de Grenoble qui avait été travaillé avec Jean Prouvé. Et la sensibilité de tout le travail de Jean Prouvé avait été détruite, mais avec les meilleures intentions du monde, par les usagers. C'est-à-dire qu'un jour, on se pose le problème de on a besoin d'avoir un éclairage extérieur. C'est pas grave, on n'a qu'à passer à travers un panneau Prouvé, et puis on va brancher l'éclairage extérieur. Quelque temps après, on se dit on a besoin de climatiser les locaux. C'est pas grave, on perce un grand trou dans un panneau Prouvé, on met un système d'appel d'air, et puis voilà. Et puis comme ça, de petite démarche en petite démarche, vous passez devant un bâtiment 30 ans ou 40 ans après sa réalisation, et vous dites mais pourquoi regarder ça, quoi? C'est devenu tellement moche, tellement insignifiant, tellement désespérant de laideur, qu'il faut vraiment s'attacher à l'œuvre de Prouvé pour se dire mais c'est du Prouvé, et essayer de retrouver l'intérêt initial de ce bâtiment. Donc ça me semble, pour l'architecture du XXe siècle, la principale épreuve à passer ou à avoir passé. Je parle pas des bétons qui à un moment ont été tous repeints, quand ils n'ont pas été réhabillés par d'autres matériaux. Et très souvent, finalement, quand on convie des gens à regarder des bâtiments du XXe, la première chose que nous avons à faire, c'est de leur montrer comment c'était à l'origine et pourquoi à l'origine c'était intéressant et comment c'est devenu quelque chose de banal, à travers toutes les transformations dont je parlais. Donc ça, pour moi, c'est plus encore que l'évolution des normes, l'évolution actuelle il faut isoler notamment par l'extérieur, etc. C'est quand même un gros problème général de relation à l'architecture. J'allais un peu méchamment dire que très souvent aussi, dans la démarche des architectes, j'ai souvent été frappé par le fait que les usagers les ennuient. Récemment encore, j'étais en discussion avec un architecte qui me disait « Ah oui, mais je construis des immeubles de logement, je fais des grands balcons, mais naturellement, la première chose que les gens vont faire, c'est déposer leurs saloperies sur mes balcons. » Bien sûr, les appartements maintenant sont devenus tellement petits que les balcons servent d'exutoire, j'allais dire, ou de placard extérieur, dans le cas. Mais ça, on le sait. Donc, j'allais dire, c'est à l'architecte de prendre, et au promoteur, ou à l'organisme constructeur, de prendre en charge cette question-là, et pas de dire non, les usagers sont des gens vulgaires qui vont détruire mon œuvre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, naturellement. Voilà un peu quelques réflexions vagues et générales sur ta question. Je connais tout à fait là. On ramène à l'usage, au quotidien et à la vie, quoi. Bien sûr. C'est quand même de très bon augure. En principe, pour moi, l'architecture, c'est quand même le réceptacle de la vie. Donc, c'est pas qu'une façade qu'on dessine. Avant tout, c'est fait pour organiser des fonctions, organiser un cadre de vie, développer la sensibilité des gens, leur donner accès à un travail raffiné sur l'espace. Et on va y revenir tout à l'heure, je pense, à propos des concours. Eh bien, Dominique, ça fait plus de 20 ans qu'on se fréquente et qu'on fait œuvre de connaissances mutuelles et de découvertes. Moi, j'ai le privilège d'avoir travaillé dans un département alpin et dans un département de plaine. On a travaillé tous les deux ensemble. Alors, j'ai deux petites questions. C'est comment se fait-il
que toute cette architecture que tu nous fais découvrir soit pas suffisamment valorisée. Deuxième question. Deuxième question, comment se fait-il que beaucoup d'architectes sur lesquels tu as travaillé n'étaient pas diplômés? Je pense à Chagnac, je pense à Pinsard, je pense qui sont quand même des maîtres de l'architecture. Alors, je vais commencer par le deuxième volet de tes questions. Pas diplômé. Je pense que c'est aussi une des caractéristiques de cette profession d'architecte, que d'avoir plusieurs modes d'intégration des professionnels dans son orbite d'exercice. Les commis d'architectes devenant, se professionnalisant, repassant par un cycle d'études et devenant architecte, ça a été et ça reste un mode d'accès à la profession. L'accès par la voie royale que sont les écoles d'architecture reste naturellement la voie privilégiée. Et à part ça, on a eu aussi à un moment, la loi elle-même a favorisé ce passage du statut de maître d'œuvre au statut d'architecte. Il y a eu des commissions qui ont permis de reconnaître la qualité d'exercice de certains intervenants, j'allais dire, qui n'étaient pas architectes, et de les reconnaître, effectivement, de leur accorder le titre d'architecte. Et ce système-là continue encore aujourd'hui. Donc nous avons une profession avec différents modes d'accès à son exercice. Voilà. Et je pense que c'est ce qui fait aussi partie de sa richesse, et ce qui permet à des gens de débuter de façon, j'allais dire, simple. Ça a été le cas, par exemple, de Jean-Louis Chagnac, qui est sorti d'une école qui était plutôt une école de constructeurs, de bâtisseurs, une école technique, et puis qui a transféré cette technique à l'espace, et puis a développé tout un travail sur l'espace, et s'est senti bien dans cette relation-là, et est devenu architecte à part entière. Après, pourquoi les réalisations ne sont pas remarquées, ne sont pas désignées comme intéressantes? D'abord parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Nous sommes dans un pays qui a un passé riche, voilà. Donc naturellement, l'histoire pèse de tout son poids. On y reviendra tout à l'heure sans doute. Et sur l'accueil fait à la modernité, ou la difficulté d'accueillir la modernité. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on apprend aux gens à regarder à travers la presse non spécialisée, s'entend? C'est quelques œuvres héroïques, c'est-à-dire ce qui est signé de quelques grands noms de l'architecture, mais absolument pas ce qui fait le quotidien de l'architecture. Et c'est ce que j'aime beaucoup à travers un certain nombre de figures de professionnels locaux, c'est que c'est eux qui font le cadre de vie quotidien des gens, finalement. Quand Jean Nouvel ou quelques autres déposent de grands bâtiments dans des grandes métropoles urbaines, ils font œuvre de création, ils font œuvre, effectivement, de créateurs contemporains. Ils marquent de leur empreinte un espace, et puis, voilà, le décor de vie quotidien, c'est pas eux qui le font. C'est beaucoup plus, à mon sens, des architectes qui en général vont rester anonymes ou être peu connus, mais c'est dans ce décor-là que les gens vivent. Et à mon sens, c'est assez normal que le parcourant tous les jours, ils ne le vivent pas de façon détaillée, c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas tel et tel bâtiment. Je pense qu'ils vont plutôt regarder des espaces au sens général du terme, mais pas attacher leur regard à tel ou tel bâtiment. Et c'est un peu en tout cas comme ça que j'ai conçu mon travail, c'est plutôt d'aller effectivement moi-même regarder ce qui se passait dans les territoires, dans les territoires urbains ou ruraux, grandes agglomérations, petits villages de toutes les régions, et de se dire, mais qu'est-ce que je remarque? Est-ce que c'est effectivement remarquable? Et à partir du moment où c'est désigné, de renseigner, d'essayer d'établir, de comprendre pourquoi c'est là, pourquoi c'est intéressant,
qui l'a fait, qu'est-ce que ces personnes, que ce soit le maître d'ouvrage, ou l'architecte, a réalisé d'autre, dans quelles circonstances, voilà. À quel moment de la vie collective ça correspond, à quelle évolution de la société ça correspond, et pourquoi c'est à partager en tant qu'objet de réflexion. Voilà. Ça a été un peu ça, finalement, le fil conducteur de mon travail, de travail que j'ai partagé avec un certain nombre d'entre vous et avec vous tous. Voilà. Je pense que c'est là à peu près ce qui m'a guidé dans mon regard. Ce qui a fait que j'ai effectivement pu regarder les célébrités. Je me suis plus souvent attaché à des œuvres modestes. J'allais dire pratiquement, comme on dit souvent en peinture, de deuxième couteau, hein, pas les grands maîtres, mais voilà, plutôt ceux qui avaient créé vraiment le fondement de la vie quotidienne des gens. Donc merci Dominique de vous plier à cet exercice des questions-réponses. En tant que directeur du CIE de l'Ain, moi j'avais souhaité vous interroger aussi sur le travail mené depuis quelques années amorcé par mon prédécesseur Bruno Lugaz, sur la valorisation du patrimoine du XXe siècle dans le département de l'Ain. Il y a eu tout ce travail de recherche autour de Marc et Pierre Doss, de Pierre Pinsard, de Jean-Vincent Berlotier plus récemment, mais également le travail mené dans le cadre de l'Union régionale des CIE avec le programme Archives 2021. J'aurais souhaité avoir un peu votre point de vue sur cette architecture du XXe siècle dans le département de l'Ain, en quoi elle est singulière, en quoi ces architectes, qu'on pourrait qualifier d'architectes départementaux, ont une patte particulière dans les œuvres et dans la production qu'ils ont pu avoir dans le département de l'Ain, à travers le travail que vous avez pu mener à l'échelle de ces monographies ou de l'ensemble de l'œuvre de ces quelques architectes. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la collaboration que nous avons eue et que nous continuons à avoir, c'est le temps laissé à la découverte, à l'approche. C'est cette continuité, finalement, dont les CAE sont capables d'être porteuses. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une action ponctuelle sur un bâtiment précis, on est sur une appréhension globale d'un territoire ou d'une ville, ce que nous avons fait sur Bourg, ensemble, qui permet à la fois de naturellement repérer, de laisser le regard s'attarder sur tel et tel bâtiment qu'on peut identifier comme intéressant. Alors intéressant par rapport à quoi? C'est par rapport au stock d'images qu'on a les uns et les autres accumulés au fil de nos activités, de nos recherches, de nos déplacements. Ça laisse le temps aussi de savoir sous quelle forme on va restituer ce regard. Est-ce que c'est en l'intégrant à un parcours urbain? Est-ce que c'est en faisant le sujet potentiel d'un livre? Est-ce que c'est qui peut être une monographie sur un bâtiment, qui peut être une monographie sur un créateur, qui pourrait être une analyse sur une époque, qui peut être un parcours urbain, qui peut être une exposition, qui peut se poser la question de comment on va restituer ce qu'on vient de trouver. Et puis de le documenter. Parce que la phase, nous en parlons rarement, mais la phase de documentation est une phase essentielle. C'est-à-dire autant, effectivement, le fait de désigner un bâtiment comme intéressant est l'acte fondateur de sa redécouverte, toute sa découverte. Mais après, toute la documentation qu'il faut réunir, le travail qu'il faut faire dans les archives, parfois dans plusieurs centres d'archives, ça peut être municipal, départemental, etc. Parfois sur plusieurs départements, parce que les documents ont pu se répartir à partir de circuits peu forcément évidents. De voir si aussi c'est une initiative locale, de voir si c'est le résultat local d'une initiative nationale, d'une politique nationale. De voir comment, par rapport à d'autres bâtiments, ce bâtiment s'inscrit. C'est-à-dire, on peut parler de mouvement moderne, par exemple, voir qu'est-ce qu'il représente dans cette grande production du mouvement moderne. Est-ce qu'il est réellement intéressant ou pas? Même question quand on est dans les années 1930, même question quand on est dans les années 1900. C'est se dire, localement, comment est reçu ce mouvement, que représente ce bâtiment par rapport à cette réception. Qui était ce créateur? Qu'a-t-il fait d'autre? Qu'a-t-il laissé d'autre comme trace ici dans le département, dans cette ville, dans ce département, mais aussi ailleurs? Voilà, tout ça c'est à confronter, à documenter. Et puis arrive le moment de faire une synthèse,
qui peut être effectivement de prendre la décision, comme nous l'avons fait à un certain moment, de se dire on fait un parcours urbain, mais non, on en fait 2, on va peut-être même en faire 3 ou 4, parce que à travers la ville, ça permet de tisser des parcours entre des points de départ, des points d'arrivée qui sont signifiants, et entre-temps, on va balayer toute une série de bâtiments que les gens voient tous les jours, mais qui ne regardent pas, qui jusqu'à présent, ils n'ont jamais regardé, et de leur expliquer pourquoi nous le regardons, et quel est le sens que ça peut avoir pour eux de le regarder aussi, dans leur connaissance de la ville, dans leur appréciation de la ville, dans les points d'ancrage qu'ils peuvent avoir pour en trouver eux-mêmes d'autres, pour s'en fabriquer eux-mêmes d'autres. Naturellement, il n'est pas question de se poser en espèce de démiurge savant, gérant toute la connaissance. Non, c'est juste comme ça distiller des points d'accroche, de connaissance, de curiosité, de développement d'une réflexion sur oui, je vis ça, tiens, comment est ma ville, comment ça se passe. Pour qui arrive à Bourg-en-Bresse, ce qui est frappant, j'allais dire, c'est d'abord le grand vide qui est l'ancien marché. Il reste peu de villes françaises à avoir comme ça dans leur centre, parce qu'on peut considérer qu'on est encore dans le centre-ville, un espace libre aussi conséquent. C'est quelque chose que Bourg partage avec Le Mans, par exemple, où au pied de la cathédrale, on a cet immense espace qui a longtemps servi de parking. Mais ces espaces vacants, ces espaces de vacuité, c'est quand même devenu rarissime. Ce qui caractérise Bourg aussi pour moi, c'est tout ce système d'avenues et de places qui sont jamais ni traitées comme des avenues, ni jamais traitées comme des places. Voilà, on est toujours dans une sorte d'incertitude, je trouve, urbaine. Et puis, ce qui devient de plus en plus flagrant ou frappant au fur et à mesure que les années s'écoulent, c'est qu'on a largement rénové, restauré, revalorisé, requalifié, les centres-villes, et que tout ça se voit pas trop dans le centre-bourg. Il y a des trésors d'architecture, que ce soit des trésors d'architecture ancienne ou haussmannienne, néo-haussmannienne, qui sont laissés comme ça dans une sorte de déshérence, dans une sorte de décrépitude, mais qui ne sont jamais complètement de l'abandon, mais qui sont jamais non plus de la valorisation. On est dans ça vieillit doucement. Enfin, pour moi, ça a quelques rapports avec l'ambiance nivernaise, qui était chère à Bruno Lugaz aussi. C'est de se dire, le temps, l'actualité du temps n'a guère de prise. On est dans quelque chose qui s'auto-gère, s'auto-alimente, mais ne regarde pas trop ce qui se passe autour. Ça, c'est la première observation. Et puis, l'autre, c'est de se dire qu'il y a cette étonnante richesse naturelle tout autour de la ville, et que finalement, il n'y a pas de connexion entre la ville et sa richesse, ou très peu de connexion avec son environnement naturel riche. Enfin, Bourg fonctionne quand même à la fois comme une porte d'entrée potentielle vis-à-vis de la Bresse, vis-à-vis de la Dombe, enfin des Dombes, vis-à-vis de la vallée de l'Ain. Enfin bon, on est quand même à une sorte de point stratégique, de point carrefour, mais qui ne laisse rien paraître de sa capacité à interconnecter tout l'univers dans lequel elle se situe. Voilà pour moi la lecture que j'ai spontanément de cette ville. Je me souviens du moment où elle était, alors encore beaucoup plus à l'abandon, à travers notamment quelques commerces surdatés, surannés, tenus par quelques personnes âgées et très âgées même. Mais c'est une ville qui maintenant à 1 heure à peine plus de Paris, donc qui a un potentiel de développement extraordinaire et dont on sent pas comment elle compte s'en emparer. Enfin, si elle compte s'en emparer, ça reste très mystérieux pour des gens comme moi qui n'y vivent pas. Et par rapport justement des éléments d'architecture ou de patrimoine du XXe siècle, est-ce que dans la création ou la redécouverte de ces parcours à travers la ville de Bourg, est-ce qu'il y a des bâtiments qui ont particulièrement suscité votre intérêt, que vous avez découvert, redécouvert, je sais pas, des œuvres
André Barra, Jean Coupon, Jacques Perrin-Fayol, des bâtiments qui ont une certaine singularité dans le contexte de Bourg ou qui vous ont interpellé, alors que ce soit Bourg ou peut-être d'autres communes, hein, je pense aussi au centre Aragon d'Oyonnax, et au fur et à mesure de vos recherches qui vous ont finalement un peu interpellé ou qui ont amené des réflexions particulières de votre part? Moi, j'aime bien être pris en défaut de connaissance, c'est-à-dire être pris en défaut d'ignorance carrément. Donc, quand vous parlez du centre culturel Aragon à Oyonnax, j'ai été frappé à quel point c'est quelque chose qui est passé en dehors des mailles du tamis du guide d'architecture contemporaine, donc mon premier ouvrage, qui est passé aussi à travers les mailles des filets des autres guides qui sont sortis depuis. Ce bâtiment est particulièrement visible dans la ville, même s'il n'est pas au centre-ville, mais quand même, c'est un vrai morceau d'architecture. Et quand il a été désigné par vos équipes comme quelque chose d'intéressant, effectivement, enfin, à partir du moment où on le regarde, qu'on se demande à quel moment il a été construit, de quoi est-il symbolique, que porte-t-il de son époque, on ne peut être que émerveillé par ce bâtiment. Voilà. Et le découvrir est un vrai plaisir. Partager cette découverte avec les gens d'Oyonnax, les élus d'Oyonnax, c'est aussi un grand moment. Enfin, j'ai fait quelques visites guidées de ce bâtiment et de voir la façon dont les gens d'un seul coup le découvrent, le regardent, commencent à se le réapproprier. Grâce à notre propre regard, à ce qu'on peut leur apporter. Oui, ce sont des moments magiques, enfin, quand même, je trouve. Et puis après, vous tombez sur l'équipe du Géraud, donc les architectes, tout ce groupe d'architectes lyonnais dont on sait finalement pas grand-chose, et on retisse comme ça des liens entre Oyonnax, Lyon, l'environnement de Lyon, Rive de Gier, etc. Enfin, tous les problèmes qui ont pu accompagner la désindustrialisation, tout ce qui s'est posé en termes de logement social dans ces moments-là. Ça pose aussi la question de l'évolution des agences. Traditionnellement, c'est plutôt un métier solitaire. Là, on a déjà des gens qui, un peu sur le modèle du célèbre atelier AUA à Paris, se mettent en groupe, expriment des tendances politiques fortes, prennent des positions fortes, et qui sont passées à la trappe de l'histoire. Enfin, dont on a oublié les noms. Dieu sait, et je me posais même la question de savoir si en dehors de l'agglomération lyonnaise, leur nom avait jamais été connu. Or, leur travail mériterait une reconnaissance, une connaissance. Les archives commencent à être éparpillées, donc on se dit que c'est juste le moment de le faire. Mais chaque fois, ça suppose effectivement de disposer du temps, de l'espace, des budgets, parce qu'on en revient toujours aussi à la question financière. Faire une recherche, c'est long, c'est coûteux, c'est onéreux. Une publication, une exposition, ça a un coût aussi. Donc on est toujours dans ce système, envie de faire partager et en même temps des contraintes bien réelles qui existent en face de ce partage. Voilà. Donc c'est ainsi, pour revenir plus directement à votre question, que par exemple, moi qui ai beaucoup arpenté Bourg, j'ai découvert d'un seul coup qu'il y avait un immeuble fait par Pierre Doss, en plein centre-ville, qui est un immeuble remarquablement dessiné, avec un dernier étage qui offre un point de vue sublime sur la ville. C'est des vrais moments de découverte et un vrai plaisir de pouvoir les faire partager d'abord lors d'une visite, puis après de les expliquer plus longuement dans le cadre d'une publication, bien sûr. Et je pense que ça amène comme ça chaque fois effectivement un enrichissement de son propre regard, du regard de la collectivité, et que c'est en ça que c'est extrêmement positif. J'imagine que ça a été la même chose aussi sur les recherches autour de Pierre Pinsard. Quand vous êtes aussi plongé dans les archives, vous connaissez peut-être mieux son œuvre. Quand vous vous êtes plongé dans ses recherches, vous avez aussi redécouvert des bâtiments qu'il a pu construire dans l'Ain ou ailleurs, qui étaient peut-être un peu méconnus et qui méritaient aussi d'être mis en avant dans son... Mais bien sûr, on connaissait quoi de Pierre Pinsard? On connaissait Lourdes. Bon. La basilique souterraine de Lourdes, ça a été effectivement un grand moment d'architecture, avec une grande polémique pour savoir réellement qui l'avait dessiné entre Pierre Pinsard, entre
Pinsard et Vago, pardon, notamment, voilà, le donné étant aussi présent dans les architectes cités. Voilà, sans qu'on ait pu vraiment éclaircir le mystère de qui avait fait quoi très, très précisément. Découvrir Ars, l'existence de Ars, c'est naturellement une correspondance directe avec des moments très particuliers que vit l'Église. Qu'est ce pèlerinage très fréquenté dans ce petit coin secret de la Bresse, enfin secret pour qu'il n'est pas inscrit dans la connaissance du département de l'Ain. Voir les questions que ça pose à l'Église elle-même, enfin entre la célébration à travers la basilique ancienne. Philippe Duffieux, qui nous a quittés, aurait pu en parler beaucoup plus savamment que moi, mais on est effectivement dans une expression triomphante de l'Église, de la foi, de la célébration de ses fondements. Et puis, d'un seul coup, on va se projeter dans un tout autre contexte. On va enterrer le bâtiment, enfin le nouveau lieu de célébration. On va accueillir des pèlerins dans un tout autre contexte, voilà, que le bâtiment d'origine. Et c'est profondément, je trouve, intéressant de se poser la question de à quoi correspond cette attitude de s'enterrer plutôt que de se mettre en majesté, de se signaler de loin. Voilà. Et ça repose des questions que je ne développerai pas ici, mais de l'attitude de l'Église avant Vatican II, après Vatican II, la façon différente dont on va le vivre dans l'Ain ou en région des Pays de la Loire, par exemple, qui est une autre grande région quand même de pratique du catholicisme, et où on va décider que c'est la fin de la religion, donc on va ne plus faire de clocher aux églises, on va plutôt travailler sur l'idée qu'il restera quelques fidèles et qu'on aura des hôtels ambulants pour aller de rendez-vous comme ça dans des immeubles où se rassembleront de petits groupes de fidèles. Et on dit définitivement les églises c'est fini, et on va de fait en construire très peu. Donc c'est aussi tout ça que ça questionne, que ça remue, et voilà, et que je trouve intéressant de ressoulever à propos un peu comme on le faisait à propos des grands ensembles. À quoi correspond cette période, à la fois dans l'esprit de Pierre Pinsard qui accompagne vraiment Vatican II et qui se confronte. Ça va être la même question pour Pierre Prunet quand on va lui demander de réaménager le chœur de la cathédrale de Nantes. L'évêque lui dit, oui, vous allez me réaménager le chœur de la cathédrale, mais on ne sait pas encore ce que va être le cérémonial. Donc, quel espace, comment nous allons occuper l'espace de célébration que vous allez dessiner. Donc, faites-le mobile, souple, etc. Et on voit bien que dans d'autres bâtiments, dans d'autres projets qu'on soumet à Pierre Pinsard, au contraire, les choses vont être parfaitement, immédiatement délimitées, précisées. Et ces contradictions-là aussi sont intéressantes à observer. Entre la certitude, l'incertitude, l'évolution de la relation aux fidèles, on va d'un seul coup leur tourner le dos, non cesser de leur tourner le dos, on va les regarder en face, enfin voilà, c'est tout le ballet en quelque sorte de la messe qui change profondément. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement sur chaque recherche qui a été poussée sur un architecte, un collectif ou une œuvre qui amène à un parcours, etc., ça re-questionne, ça repositionne aussi l'architecte, son œuvre architecturale par rapport à des questionnements de société du moment. Si on revient aussi à l'exposition qui nous rassemble aujourd'hui sur ce travail mené par Jean-Vincent Pallotier, en quoi sa carrière, les réalisations qu'il a pu faire aussi au fur et à mesure des années ont pu questionner particulièrement un ou plusieurs aspects de notre société actuelle. Je ne sais pas quel est le regard que vous avez par rapport à l'analyse que vous avez pu faire par rapport à la carrière et à l'ensemble de l'œuvre architecturale urbaine et de Jean-Vincent et des ouvrages d'art qu'il a pu réaliser. En quoi il questionne, ou il a pu questionner des éléments de société. Alors on a évoqué les concours tout à l'heure, mais peut-être d'autres sujets qui finalement émergent de ce travail de recherche. Alors, si vous permettez, je ferai juste un tout petit retour en arrière sur Ars. Ce qui m'a frappé, c'est qu'aujourd'hui, l'Église, elle prend l'eau violemment à certains endroits. Donc les curés disent
Il pleut, non pas dans ma maison comme disait Madame Savoie, mais il pleut dans mon église et c'est quand même embêtant. Quand vous retournez dans les archives, vous apercevez qu'à un moment, Pierre Pinsard écrit des courriers vengeurs à l'évêque en disant, mais écoutez, vous arrêtez les travaux à tel moment, je vous préviens, ça va être source de désordre dans le bâtiment. C'est pas maintenant qu'il faut arrêter la construction, il faut franchir tel seuil d'avancée de construction de l'édifice, et là l'édifice sera en sécurité. Or, on arrête le chantier juste au moment où effectivement il faut pas l'arrêter, et Pinsard écrit très explicitement, 20 ans avant que ça se produise, ça va être source d'infiltration dans l'église. Donc c'est aussi ça qui est étonnant à travers la lecture des documents, c'est que ça peut aussi aider à résoudre des problèmes concrets d'aujourd'hui. Bruno, qui s'occupe à présent d'une partie de l'évolution de l'Église, de cette crypte, voilà, est parfaitement au courant de ça, mais je trouve que c'est aussi instructif sur cette double dimension, à la fois de la valeur historique, mais aussi très concrètement, voilà, d'analyse de problèmes qui peuvent survenir aujourd'hui. Alors, la deuxième question est d'autant plus complexe que l'objet, le support de la question est présent. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le travail de Jean-Vincent, c'est d'abord sa diversité. C'est on voit bien qu'on n'est plus dans une mallette qu'on transporte et avec des solutions toutes préparées. On arrive dans un site et on a la réponse et c'est comme ça. Non, on sent bien qu'il y a une nouvelle approche de la relation du bâtiment à son environnement, à son contexte, proche mais aussi plus lointain. Enfin, on a une appréhension assez complexe, où tout au moins on rentre pas mal de paramètres pour analyser le contexte de la construction, qu'on va à la fois se servir de références communes, j'allais dire un peu à la mode du moment, mais qu'on va pas exprimer la mode du moment, c'est-à-dire qu'on va prendre des éléments de référence partagés par plusieurs confrères, on va les intégrer à sa propre démarche. Voilà. Et on va nourrir sa propre démarche d'éléments qui vont l'enrichir en réalité. On va pas seulement la nourrir, mais on va l'enrichir. Et puis on va avoir une diversité de réponses par rapport aux matériaux. On n'est pas dans le monomatériau. Hein. S'il faut que ça soit en béton, ça sera en béton. S'il faut recourir au bois, on va faire en bois. On va retrouver l'art des charpentes, notamment beaucoup. S'il faut être en mur rideau, on sera en mur rideau. Enfin, voilà, il n'y a pas de solution toute faite, toute réponse, j'allais dire toute prête, oui, au contexte. À chaque fois, on réfléchit. On est aussi, pour revenir à ce que je disais à propos des concours quand même, dans une approche assez sensible, non seulement organisatrice, raisonnée des fonctions, mais aussi sensible des espaces. Et je trouve que dans le livre comme dans l'exposition, il y a un certain nombre de photos qui en rendent compte. Il y a d'un seul coup, voilà, une relation au paysage, une relation à la lumière naturelle, qui sont fortes, qui viennent redonner une dimension à la vie intérieure de l'édifice. Il y a des relations très diverses avec des bâtiments qui existent, avec des places qui sont totalement dans la vacuité. Et il y a toujours cette volonté d'être juste, d'être existant dans une relation. Pas seulement d'être là, mais en plus de tisser une relation avec. En plus, il y a moi ce qui m'intéressait. J'ai dit que j'adore mesurer tout ce que je ne me confronter à tout ce que je ne connais pas. Je dois dire que le monde des ouvrages d'art, je ne le connaissais pas. Et donc voilà, ça a été l'émerveillement de découverte de ce que pouvait être ce travail, l'avancée de de réflexion sur un ouvrage d'art, la façon d'organiser étape par étape sa réalisation, enfin sa projection et puis sa réalisation. J'ai énormément appris. Et ça, apprendre, c'est un grand plaisir aussi. Voilà, que je pratique déjà pour moi-même avant d'essayer de le partager avec les autres.
Voilà, et tout le travail qu'il a fait dans le concours malheureusement perdu du viaduc de Millau, le viaduc, tout le travail fait avec pour le viaduc du Chavanon, pour le pont sur la Loire, etc. C'est chaque fois un grand émerveillement de voir quelles sont les contraintes, comment on les résout, voilà, comment on va faire œuvre collective pour dépasser des limites. Le hasard de la vie a fait que j'étais dans les bureaux de Campenon-Bernard quand est tombée l'annonce de la mise au concours du pont de Normandie. Et les gens de Campenon-Bernard étaient frappés parce que c'était le double de portée de ce qu'ils avaient jamais réalisé, de ce qui avait jamais été réalisé. Et donc leur premier questionnement, c'est comment on va s'y prendre. Voilà. Et ils ont trouvé la réponse qu'ils ont partagée avec Bouygues à la finale. Mais ce pont existe, ce pont est magnifique. Et entre leur interrogation de départ et la beauté de la réponse apportée, vous dites, mais l'esprit humain, il est quand même capable de faire des choses exceptionnelles. Voilà. Et je trouve que à travers les maquettes, à travers les images, à travers les propos de Jean Vincent, on retrouve bien tout cet accomplissement de la pensée à travers des problèmes complexes. Voilà, où chacun vient apporter sa pierre, non pas à l'édifice, mais souvent à la pile, voilà, ou au banc. Mais voilà, il y a sans arrêt cette volonté d'explorer, d'aller plus avant, de se dépasser, voilà, qui est pour moi un des fondements de l'humanité, et qui se réalise là à travers des choses exceptionnelles. Et à tel point que finalement on se dit, mais il y a certains projets qui n'ont pas abouti, mais on a tellement envie de les voir se réaliser qu'on se dit, mais de quel site on pourrait bien trouver, autre site on pourrait bien trouver pour qu'ils se réalisent, quoi.